bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan 2021, objectif 2022, wrap-up de cette année et projection vers le futur. C'est comme une vidéo tout inclus. Et là, vous allez peut-être remarquer que le décor a changé. Ce sera la prochaine vidéo sur ma chaîne. J'ai eu le plus beau cadeau, je pense, qu'on pouvait me faire. En tout cas, dans mes plus beaux cadeaux à vie, c'est mon père qui m'a fabriqué cette bibliothèque. Donc, je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. Et parenthèse, dans cette vidéo, je vais dire que je vais faire une vidéo de on-haul. Et finalement, j'ai changé d'idée parce que je trouve ça plate à faire. C'est comme juste une liste de livres qui m'intéressent plus. Fait que je vais la mettre en barre d'infos de la vidéo on-haul, mais pas... je ne ferai pas une vidéo spéciale livre qui ne m'intéresse plus. Donc voilà. J'ai décidé de m'inspirer un peu des différentes revues de l'année, mais principalement celle de Maps pour présenter ma revue de l'année. Donc il va y avoir 3 parties à cette vidéo. La première, ça va être moi en tant que Annie-Claude, donc ma vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce qui se passe, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé en 2021. Puis, la deuxième partie, ce sera moi en tant que lectrice et membre de BookTube. J'irai pas vraiment de statistiques, mais je vais vous dire un peu où j'en suis par rapport à ma chaîne et mon compte Instagram. Puis, ensuite, la troisième partie, ce sera mes objectifs de lecture, mes objectifs résolution, whatever, pour 2022. Donc, si ça vous intéresse... restez avec moi, puis c'est parti! 2021, ça a été une année... Si j'avais un mot à dire, ce serait spécial. Vraiment spécial dans le sens où quand les gens savent pas trop quel qualificatif mettre sur quelque chose, puis qu'ils font juste dire « Hey, c'est spécial! Hein? » Fait que c'est comme ça que je me sens par rapport à 2021. Disons que le début de l'année a été vraiment difficile avec moi. J'avais différents conflits à régler par rapport à moi-même ou avec d'autres personnes. J'étais confinée pour une bonne partie du mois de janvier. Puis en tout cas pour moi, le télétravail, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile pour ma matière, mais aussi pour qui je suis comme personne, puis qu'est-ce qui me nourrit. Et ensuite, c'est ça, j'ai eu comme un gros... j'ai frappé un mur, en fait, en mars. Ça a été une grosse remise en question sur qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Est-ce que, même si j'adore enseigner, je me sens vraiment sur mon X, est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre de vivre tout ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Comme, est-ce que vivre de sa passion, c'est suffisant pour faire les sacrifices que j'ai besoin de faire, surtout par rapport à l'argent que je trouvais que j'avais pas en grande partie. Puis j'ai demandé de l'aide, j'en ai parlé à mes proches, j'ai comme extériorisé toutes mes angoisses. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu... Ça a comme switché. Je me suis mis à avoir plein d'opportunités pour m'aider financièrement. Puis le monde était vraiment attentif à comment je me sentais. Puis ils m'ont vraiment aidé à traverser ça. Puis on dirait que à partir du mois de mars, les choses se sont mises à mieux aller. Et c'est ça. Il y a eu le printemps. Et... au début du printemps, ma nièce Clémence est née. Donc ça, c'était vraiment... Ben, au début du printemps, quasiment à la fin, en fait. C'était supposé être vraiment au milieu, mais finalement, ça a été un petit peu plus tard. Puis, j'ai aussi... c'était vraiment spécial pour moi parce que c'est la première fois que je devenais officiellement tante, parce que j'ai des amis qui ont des enfants, puis, tu sais... Ils m'appellent Tati pour leur enfant, mais c'est pas la même chose quand c'est vraiment dans ta famille. Puis c'est ça. Ensuite, au début du mois de juillet, je suis tombée enceinte. Ça, c'était un rêve pour moi qui se réalisait en fait. Puis ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait sur ce projet. Puis ça avait pas marché, mais ça me décourageait pas. Mais disons que... Tu sais, comme j'ai dit, le début de l'année, je vivais différentes émotions pas super faciles. Puis en plus, je vivais des échecs au niveau de
conception d'un enfant, donc ça s'ajoutait à mon état. Donc voilà, et là en juillet, ben ça a fonctionné, puis ça a été un très beau mois où j'ai pu annoncer cette nouvelle-là à mes proches, puis c'était vraiment le fun, vraiment des beaux moments de, comme tu sais, dans les hauts, dans les moments forts de l'année. Puis après ça, ben j'étais dans le premier trimestre, fait que tout le mois d'août, je filais vraiment pas bien. J'étais juste tout le temps sur le point de vomir ou en train de vomir. Je savais pas si j'avais faim ou si j'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'avais très peu d'énergie. Je me sentais vraiment comme une loque humaine, c'était vraiment pas génial. Mais pendant ce mois d'août, j'ai eu la chance d'assister au mariage de ma sœur. Donc ça a vraiment fait aussi du bien, puis c'est dans les bons moments de l'année 2021 parce que même si c'était plus petit que prévu étant donné de la COVID, ben ça fait du bien de voir du monde que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, puis de juste vivre un rassemblement, puis un événement important dans la vie de quelqu'un que je chéris, de pouvoir partager ça, c'était vraiment, j'ai comme salvateur, mais comme ça m'a vraiment fait du bien de vivre ça. Durant l'automne, ben, j'ai eu un merveilleux contrat dans mon école où je suis depuis, ben là c'est ma 3e année. Donc comme je dis, c'est comme si toutes mes remises en question du début de l'année avaient porté fruit, puis j'avais projeté ça un peu dans l'univers, d'avoir quelque chose qui me donnerait envie de rester dans ce milieu de travail-là. En fait, j'ai juste eu une matière de plus. J'enseigne aussi le français cette année. Puis ça permet de combler ma tâche, puis d'avoir un salaire un petit peu plus décent, puis une aisance que je n'avais pas parce que j'étais à temps partiel et là, j'arrive à être à temps plein. Donc, ça nous permet aussi de rêver parce que quand t'as pas une scène, t'as l'impression que tu vas jamais changer ta situation, que t'as très peu de pouvoir sur ça. Mais là, ça va un petit peu mieux parce que j'arrive à rembourser mes dettes et à économiser en même temps. Donc, c'est vraiment super. Ça me permet de rêver. Puis, justement, de mieux me préparer pour avoir notre bébé. Puis, la fin de l'année, ben ça a été... J'ai pogné mon Waterloo, comme on dit. Le mois de décembre, ça a été très difficile sur mon moral. Je pleurais à tous les jours avant d'aller au travail, surtout dans la dernière semaine avec le variant. J'étais au bout du rouleau. En tout cas, je me sens encore un peu là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que janvier va apporter parce que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment rechargé mes batteries. J'aurais besoin de 2 semaines encore, là, je pense, pour être bien puis pouvoir affronter les prochains défis. Mais bon, on va voir. Là, c'est le retour de l'école en ligne, donc un truc que j'anticipe que je pense pas que ça va être facile pour moi. Fait qu'en tout cas, on va voir dans quel état ça me met. Mais j'ai beaucoup d'espoir que 2022 va être vraiment mieux, étant donné que au mois de mars, je vais faire une très belle rencontre avec mon enfant. Donc ça, c'est pour mon bilan personnel et professionnel et pour tout mélanger, ma vie, c'est ça, personnel. J'ai parlé de ma vie de famille, mes amis, c'est ça. C'était pas mal intime. Donc, on va maintenant passer à moi en tant que lectrice, booktubeuse, bookstagrammeuse. Non, je vais pas me donner ce titre. En fait, avant de passer aux statistiques et tout de lectrice, parce que oui, évidemment, il va y avoir ça. Je vais parler un peu de comment je me sens par rapport aux réseaux sociaux. J'ai réalisé dernièrement que c'était plus quelque chose qui me procurait autant de plaisir qu'avant. Je vois vraiment plus ça comme une tâche. C'est pourquoi j'ai décidé de ralentir le rythme et d'y aller un peu plus spontanément. Puis c'est un peu ça que j'ai envie d'appliquer aussi dans mes lectures. Juste y aller au gré de mes envies. J'ai envie de faire cette vidéo-là, je la fais. Mais j'ai pas envie de me dire que je dois faire une vidéo à chaque semaine, puis essayer de trouver des idées originales, puis comme si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Si j'ai pas envie, je le ferai pas. Puis je pense que ça, avec cette latitude-là qui va me permettre de continuer après la naissance de mon enfant, en tout cas je l'espère, mais je ne me mets pas de pression par rapport à ça. Par rapport à Instagram,
c'est vraiment pas mon médium. J'ai vraiment... jusqu'au milieu de l'été, j'étais quand même vraiment bonne. Je publiais à chaque semaine. J'essayais de faire des stories à tous les jours ou 2 jours. Mais après ça, j'ai vraiment lâché parce que c'est pas naturel. C'est pas un réflexe. Puis... j'ai pas la même... on dirait que les retours que j'ai sur Instagram, c'est pas satisfaisant. Donc, je continue à avoir mon compte, mais j'ai pas envie de mettre d'efforts vraiment dessus pour le faire grossir ou peu importe. En fait, même ma chaîne, là, je m'en fous un peu là, que c'est du nom. Je suis contente que vous soyez parmi nous, là, que vous me suivez, mais ça me dérange pas qu'on soit 400 ou 200 ou 1000. Comme, j'ai pas d'ambition par rapport à faire grossir ma chaîne, je suis juste bien. Je partage ça, j'ai des échanges sur la lecture et c'est suffisant pour moi. J'ai pas besoin d'atteindre un certain niveau là, de reconnaissance ou peu importe là, pour... C'est vraiment secondaire pour moi. C'est comme si je tricotais. Je me sentirais pas plus accomplie parce que j'ai fait 2 foulards dans l'année plus qu'un foulard. T'sais, c'est la même affaire pour moi, pour YouTube. On va maintenant passer aux statistiques de lectrice parce que j'ai pas vraiment ressorti mes statistiques de chaîne ni de compte Instagram. J'avais l'intention de le faire puis finalement, comme je viens de le dire, ça m'en fout. Genre, c'est pas quelque chose que j'ai envie de tracker, donc je le fais pas. Donc là, je vais vous... La dernière fois, pour le Mid-Year Freakout Book Tag, j'avais fait comme des graphiques, des images, puis j'avais fait une voix par-dessus et j'avais vraiment eu des bons retours. Fait que je me suis dit que j'allais faire la même chose parce que je trouve, moi en tout cas des stats, j'ai besoin de visuels. Donc, ok. Donc, première chose, je vais y aller avec les livres que j'ai lus mois par mois, le total et compagnie. Là, c'est sûr que vous avez déjà vu les 6 premiers mois, fait que je vais passer vite. En janvier, j'ai lu 9 livres et quand il y a un encadré en mauve, c'est celui que j'avais choisi pour le Woman Up Challenge, qui était un challenge que j'avais organisé en 2021. En février, j'ai lu 10 livres. Donc, quand j'avais fait mon Mid-Year Freakout Book Tag, j'avais oublié celui-ci. Mais, c'est ça, je l'avais oublié. Donc, et j'avais lu Victoire divine pour le Woman Up Challenge. Au mois de mars, j'ai lu 9 livres et j'avais choisi au 5e de MP Boisvert pour le Woman Up. Ensuite, mois d'avril, évidemment, j'ai lu plus durant ce mois-là parce que c'était le Readathon Booktube Québec de Sylvain Desmenti. J'ai donc lu 13 livres et j'avais choisi Borderline de Marie-Cécile Labrèche pour le Woman Up. Au mois de mai, j'ai lu 10 livres, principalement de la bande dessinée, comme on le voit, comme c'est le mois de la BD. Et j'avais choisi Les enquêtes de Scooby-Doo comme livre pour le Woman Up. En juin, j'avais un autre très bon mois, étant donné que c'était le Mets du bleu sur ta palle. C'était aussi le mois de la littérature autochtone, donc j'en ai profité pour faire quelques lectures. Et j'ai lu 13 livres, j'avais choisi La course de rose comme livre pour le Woman Up. En juillet, j'ai lu 11 livres et j'avais choisi L'été d'avant de Sarah Maud Beauchesne, qui était le plus vieux livre sur ma palle. En août, et bien là, vous allez voir que je savais que j'étais enceinte. Comme je vous ai dit, c'était pas un bon mois. J'étais une loque humaine. J'ai lu 4 livres et j'avais choisi Si on était d'Axel Lenoir pour le Woman Up. En septembre, 4 livres, mais cette fois, quand même 2 livres avec plus de 100 pages. Donc, j'avais choisi Fanny Cloutier pour le Woman Up, qui était le Woman Up de septembre, c'était avec une héroïne. Ensuite, octobre, j'ai lu 4 livres. C'est aussi un très petit mois. J'ai lu, en fait, aucun roman pendant le mois d'octobre. J'en ai commencé plusieurs, mais je les ai abandonnés. Et j'avais choisi Cher corps, je t'aime comme livre pour le Woman Up. Au mois de novembre, 2 livres. J'avais choisi Ma tribu de Émilie Ouellette. Et au mois de décembre, j'en ai lu 4 et j'avais choisi MILF de Marjolaine Beauchamp pour le Woman Up. Le livre le plus court que j'ai lu, c'est un album qui s'appelle Je ne suis pas un numéro, qui faisait 32 pages. Et le livre le plus long, c'est La tempête des échos, le 4e tome de La passe miroir de Christelle Labosse, et il faisait 572 pages. Je suis pas une fan de gros romans, donc ça paraît comme mon plus gros. C'est parfois la moyenne de certaines booktubers. Donc,
La moyenne de pages par livre, c'était 195 pages pour mes lectures, mais il y a beaucoup de graphiques là-dedans, donc c'est des pages qui se lisent rapidement. On voit que j'ai lu une majorité de livres entre 100 et 200 pages, ce qui explique la moyenne, mais très peu en haut de 300, de 400 pages en fait. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est pas mal comme ça que je fonctionne dans la vie. Je lis pas énormément de gros romans, mais peut-être qu'en congé de maternité, ça va me tenter de me plonger dans des choses un peu plus ardues. On verra. Voici le nombre de livres lus par mois. C'est sûr que vous venez juste de le voir avec les couvertures, mais on peut conclure que mon plus petit mois était novembre, avec 2 livres. Et mon meilleur mois, c'était avril et juin. Dans les 2 cas, j'avais lu 13 livres. Donc, ça fait 93 livres lus au total. Si on regarde le nombre de pages lues par mois, eh bien, on va conclure que mon meilleur mois, c'était vraiment avril et non juin. Il y a quand même une petite différence, là. Je me rappelle pas exactement combien de livres il y a entre les deux, combien de pages il y a de différence entre les deux, mais à voir l'échelle, là, c'est moins de 100 pages, mais c'est en avril que j'ai le plus lu, mais c'est toujours en novembre où j'ai le moins lu. Donc, j'ai lu un total de 18 130 pages. Moi, je trouve ça beaucoup, parce que c'est 18 000. Quand est-ce que j'ai cette statistique-là dans ma vie? Genre 18 000 de quelque chose. Mais quand je regarde d'autres booktubers qui ont lu des fois autant de livres que moi, un peu moins que moi ou un petit peu plus que moi, puis qui ont le triple de nombre de pages que moi, je sais que je lis des petits livres. C'est ça. Pour ma note globale, je dirais que mon meilleur mois, c'est juin. Et ça, je m'en rappelle très bien. J'ai fait tellement de coups de cœur dans ce mois-là. En fait, à partir du mois de juin, j'ai pas eu énormément de coups de cœur. Et voilà, mon pire mois, c'était janvier, où j'ai fait des lectures plutôt moyennes. Et c'est vrai, je me rappelle, j'avais décidé de participer au défi Serpent et Échelle, puis je me forçais pour répondre aux catégories, puis c'est ça, c'était vraiment loin de ce que moi j'aime, donc c'est ça, j'ai pas fait des bonnes lectures. La note moyenne que j'ai donnée dans l'année, c'était 3,57 sur 5. C'est pas mal tout le monde, c'est pas mal ça, hein? Maintenant, quand on analyse le nombre de... les couleurs de couverture, comme on dirait tout le monde, j'ai lu en majorité des livres bleus. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est une couleur que les gens privilégient. Ou aussi, comme j'adapte beaucoup mes lectures aux saisons, le bleu, c'est comme une couleur qui traverse les saisons. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que le bleu, en hiver, c'est comme le froid, la neige. Après ça, quand arrive l'été, c'est l'océan, la fraîcheur. Puis on le retrouve un petit peu aussi à Noël parce que ça redevient bleu, la neige. Donc, il y a juste comme à l'automne puis le printemps qu'on le voit un peu moins, mais il y a moins de lecture de printemps. Automne, il y en a, mais comme vous avez vu, j'ai pas beaucoup lu cet automne. Donc, bleu en grande partie. Ensuite, j'ai une égalité entre rose et blanc. Puis, après ça, c'est gris, mauve et vert. Donc, c'est ça. Je pense pas que je vais continuer à garder des traces de ça parce que c'est pas très intéressant, on dirait, comme statistique. Ensuite, la provenance de mes livres, c'est en très grande partie, voire presque 70%, des emprunts de la bibliothèque. Mais j'ai lu 27% de romans qui venaient directement de ma pile à lire. Et les 2 autres pointes de tarte, j'ai lu un service presse qu'on m'a envoyé. J'ai eu un petit mini contrat au début de l'année. Et ensuite, j'ai lu 2 livres qu'on m'avait passés et que j'ai retournés après à des gens, à des proches. Mais c'est en très grande partie. Ça m'étonne pas parce que j'adore aller à la bibliothèque. Puis je pense que la statistique risque d'être similaire l'an prochain, même si mon objectif, je vais en parler plus tard, mais c'est de lire un peu plus ma palle. J'ai lu 55% plus adulte. J'ai quand même lu une bonne portion de YA, plus que les autres années. Mais je pense que comme je me sentais pas bien, j'avais vraiment envie de lecture un peu plus facile. Puis je le sais que je vais embarquer dans le YA. Donc 28% et 16% de jeunesse.
Maintenant, 50% de mes lectures étaient des BD ou des graphiques. 40% étaient des romans. Après ça, j'ai une petite portion album, recueil et... ou livre audio. Donc, c'est ça. Ça représente vraiment bien qui je suis en tant que lectrice. Ensuite, la provenance des auteurs. J'ai lu 62% de romans québécois ou d'albums ou de BD. Mais j'ai une bonne proportion qui vient de la France quand même, 15%. Canada, en fait, c'est... je pense que j'ai juste 2 livres, là, La course de Rose, puis Je ne suis pas un numéro. Angleterre, c'est toute Alice Oseman que j'ai lu. Donc, la série Heartstopper, mais j'ai aussi lu Silence Radio. Puis, après ça, États-Unis, Belgique, Haïti et je crois que l'autre pays, c'est Japon. 77% de mes lectures avaient été écrites par des femmes, 31% étaient écrits par des hommes et j'ai lu un livre d'une personne non-binaire, ce qui fait que, bon, la proportion n'est pas très haute. En même temps, dans la société, c'est pas divisé 33, 33, 33. Hein? C'est ça. Il y a quand même une bonne majorité d'hommes et de femmes dans la société. Donc, c'est normal que ça soit pas aussi bien réparti, mais peut-être que je pourrais faire un effort supplémentaire. Pour ce qui est de mes lectures, de diversifier les auteurs de mes lectures ou les personnages, ok, c'est mélangé pour moi. J'ai 50% que c'était pas issu de la diversité. Mais j'ai l'autre 50% quand même qui, soit c'était écrit ou avec des personnages BIPOC, LGBTQIA2SP+, qui avaient des personnages qui présentaient des corps différents, qui avaient une différence neurologique ou de capacité. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je trouve que ça soit 50-50. Ça pourrait peut-être être 60-40, idéalement, mais... je trouve ça quand même bien. Ça veut dire que j'ai fait attention de choisir des lectures, de choisir mes lectures, puis je suis pas juste allée avec c'est populaire, donc je le lis, tu sais. Ensuite, dans les lectures diversifiées, il y avait 43% que c'était Own Voice, donc une bonne partie de livres diversifiés que j'ai lus avaient été écrits par des gens qui partagent une caractéristique de la diversité qu'ils mettent de l'avant. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment important, là. En fait, tu sais, 43%, c'est quand même une bonne statistique. Je pense que dans certains cas, c'est réussi, même si c'est pas une réalité que tu partages. Puis dans d'autres cas, tu sens un manque de sensibilité ou de connaissance sur la réalité. Fait que c'est ça. Mais ça me permet d'être critique. Fait que j'ai pas tant envie de changer cette statistique-là. Je la trouve intéressante. Ensuite, le genre de mes lectures, 52% provenaient de la littérature générale, 26%, 27% rendu là, provenaient de la littérature de l'imaginaire et 20% de non-fiction. Je pense que c'est assez rare, en fait, que la non-fiction est moins grande que l'imaginaire parce que j'aime quand même ça, lire des essais, des livres pratiques. Mais c'est ça, je pense que je vais le répéter encore, j'avais pas la tête à emmagasiner des savoirs cette année. Donc j'ai plus voulu chercher à m'évader avec avec la littérature de l'imaginaire. Et voilà, maintenant la grosse pointe de tarte, la majorité de mes lectures, c'était du contemporain. Mais ce qui est très spécial, parce que je dis souvent que je ne lis pas de romance, c'est que c'est le deuxième genre que j'ai le plus lu en 2021. C'est vrai que j'en ai vraiment lu beaucoup, surtout en BD, parce que j'ai trouvé plein de BD qui m'intéressaient, qui étaient plutôt avec des modèles de diversité, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que, hein? Faut juste trouver qu'est-ce qui fonctionne avec nous, je pense, par rapport à certains genres. Puis moi, j'ai vraiment découvert, c'est ça, cette année. En fait, je l'ai pas découvert, mais je l'ai confirmé que si je veux lire plus de genres, je suis mieux d'y aller avec des formats que j'aime, comme la bande dessinée, parce que ça passe toujours mieux. La science-fiction, ça passe mieux. La romance, ça passe mieux. La fantasy, le fantastique, j'ai vraiment plus de plaisir quand c'est avec des images. Donc voilà, c'est mon deuxième genre. Après ça, le troisième, c'est fantasy, science-fiction et essai. Fait que des genres que... Ben, essai, ça m'étonne pas. Mais fantasy et science-fiction,
c'est quand même étonnant que ça soit dans les genres que j'ai le plus lu cette année. Donc, c'est ce qui conclut la portion statistique. Je trouve ça quand même intéressant de faire l'exercice à chaque année, de recenser mes lectures, puis de voir, d'analyser un peu vers quoi je vais. Mais c'est ce qui m'amène en fait à mes objectifs de 2022. Au niveau de la lecture, je me suis mise... Mon premier objectif, en fait, ce serait de lire 50 livres. Comme je vais avoir un enfant, j'ai aucune idée qui va être cet enfant. Est-ce que ça va être un enfant qui est facile, qui dort, ou est-ce que ça va être le contraire? Je vais mieux me préparer au contraire et me dire que je vais pas avoir beaucoup de temps pour lire ou beaucoup d'espace mental pour lire. Mais 50 livres, je pense que c'est possible. Ça en fait à peu près un peu moins de 1 par semaine. Fait que c'est ça. Tu sais, 52, ce serait 1 par semaine. Ça, je trouve que c'est un petit peu élevé parce qu'on ne sait pas comment ça va aller. Mais 50, je pense que je pourrais y arriver. Puis, c'est ça. Mon pire mois, c'était 2 livres cette année. Donc, je trouvais que me mettre 24 livres, c'était vraiment pas un objectif difficile à atteindre. Là, parce que d'après moi, d'ici à ce que j'accouche, je vais avoir lu à peu près ça, 24 livres, ou être pas loin. Fait que ça serait triché pour moi. Donc, voilà, mon premier objectif. Mon deuxième objectif, ce serait vraiment de lire ma pile à lire. Je sais qu'il y en a plein qui trouvent ça... j'ai reçu des trucs comme « je t'admire », parce que ma pile à lire fait 19 livres. Mais pour moi, c'est comme beaucoup... J'aime pas ça, avoir beaucoup de livres que j'ai achetés et que je n'ai pas lus. Ça me stresse. Puis, j'aimerais ça qu'à la fin de l'année, j'ai tout lu ce que j'avais acheté et m'en tenir toujours avec quelques lectures en attente. Là. Pas, tu sais, comme je suis capable de le lire dans un mois. Au tout début de ma chaîne, j'y arrivais puis j'avais reçu une fois un commentaire parce que je faisais des book hauls puis je disais « Ah, ben je l'ai déjà lu. » Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ben moi, j'aimerais ça que tu fasses des book hauls plus fréquemment parce que ce que j'aime dans les book hauls, c'est de voir les livres que tu vas lire et pas ceux que tu as lus. » Puis j'étais comme « OK. » Mais j'avais pas envie de faire des book hauls plus fréquemment parce que j'aurais eu comme 1 ou 2 livres à présenter à chaque mois. Mais ça fait que, on dirait que je me suis sentie obligée d'avoir des grandes piles à proposer pour avoir comme des choses que je n'ai pas lues à tous les mois. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment pas moi de ça. Moi, j'aime pas ça, accumuler des choses chez moi qui ne servent à rien. Donc là, pour moi, ça sert à rien parce que je les ai pas lues, je sais pas si je les aime. Puis ils prennent de la place, puis c'est ça. Je ressens une urgence. Donc, j'aimerais vraiment vider ma pile à lire. Et si j'en achète dans l'année, les lire pour ne pas me retrouver à la fin de l'année avec 19 livres à lire, c'est ça, dans la prochaine année. Mais écoutez, je sais que mon problème pour certaines personnes vont trouver ça ridicule, mais moi, avec qui je suis, je trouve que c'est un problème. Mon troisième objectif, ça va être de vraiment suivre mes envies de lecture, m'écouter. Donc, si ce mois-là, j'ai envie de lire de la science-fiction, de le faire. Si j'ai envie de lire des essais, de le faire. Et essayer de moins embarquer dans des challenges puis des affaires de même parce que j'aime vraiment ça, mais ça me met un espèce de carcan que j'ai pas envie d'avoir en 2022. En 2022, j'ai envie d'être libre. J'ai envie de vraiment y aller avec le moment présent, comment je me sens, c'est quoi mon niveau d'énergie, ma capacité mentale. Puis si ce mois-là, ça me prend 1 mois à lire un livre, ça me prendra 1 mois. Le mois d'après, si j'en lis 12, bravo à moi, tu sais. Mais j'ai pas envie d'être stressée parce que c'était le mois spécial sur tel type de livre, il fallait en lire le plus possible, puis il fallait lire un livre avec un auteur qui a 3 pattes, puis un autre qui... Tu sais, comme... J'aime ça en temps normal, mais en 2022, c'est pas ma priorité de faire ça. Donc, je vais vraiment plus m'écouter et... Peut-être que mes statistiques vont refléter encore beaucoup mes émotions de j'ai pas envie de me concentrer sur des choses difficiles. Donc voilà, c'est mon objectif. Puis mon 4e objectif, ce serait d'essayer de maintenir ma chaîne en vie d'ici à la fin de l'année. Celui-là, j'y mets un gros astérisque
parce que j'ai aucune idée où la vie qu'est-ce que la vie va m'apporter. Et littéralement, là, la vie que je porte. que, on verra bien, mais c'est un projet que j'aime bien, qui me fait du bien. C'est un passe-temps que j'apprécie. Et j'aimerais ça le maintenir jusqu'à l'année prochaine, mais on verra bien si j'aurai du temps à passer. Pour répondre à la question que j'ai reçue quelques fois, puis que peut-être d'autres se posent sans me l'avoir demandé, je ne ferai pas une deuxième édition du Woman Up, je ne ferai pas une troisième édition du défi livresque estival, étant donné que de ce que je viens d'expliquer, que j'ai pas envie de mettre des obligations à chaque mois ou des livres que je dois lire entre telle date et telle date. Désolée si jamais c'était quelque chose que vous attendiez, mais c'est vraiment pas compliqué à organiser, hein? N'importe qui peut le faire. Puis c'est ça, vous pouvez vous-même le faire pour vous. Moi, c'est comme ça que j'avais fait la première année. Je m'étais fait un défi personnel, puis je pigeais des catégories, mais personne ne le faisait avec moi. C'était juste moi par rapport à moi-même, puis je trouvais ça bien le fun pareil. Fait que c'est correct. Il y a des petites bonnes choses d'une fin, puis peut-être que ça va revenir plus tard dans les prochaines années. Mais cette année, c'est pas du tout ça mon mood. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Recap, statistique, projection. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre objectif, vous, sur lequel vous voulez vraiment vous concentrer en 2022. Et dites-moi si on a des statistiques en commune ou qu'on peut comparer. Est-ce que vous lisez autant de BD que moi, ou plus que moi, ou moins que moi? Peu importe, c'est le fun de discuter de statistiques dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!